écoutez votre émission Jeunesse et Société sous la collaboration des Bilingué à Mouinda de l'archidiocèse de Brazzaville. Beauté Nabiso, bonjour chers amis à l'écoute. Alors partout où vous êtes, recevez nos tendres salutations. Vous n'avez pas idée à quel point vous nous avez assez manqué. Et donc nous estimons que vous vous portez très bien et que le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de vous protéger. Eh bien, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Radio Maria 92.0 FM. Chers auditeurs et auditrices, nous tenons tout d'abord à vous présenter nos sincères excuses du fait que depuis un certain moment, il y a de cela 2 à 3 semaines, comme vous l'avez constaté, il n'a pas eu de diffusion. No way. Alors, c'était juste un problème technique qui est sûrement réglé. Voilà pourquoi nous sommes là de retour, ensemble avec vous pour mettre le feu, car nous sommes au taquet. Et voilà, nous sommes là avec vous ce soir, fidèles auditeurs et auditrices sur les ondes de la Radio Maria. Bienvenue dans votre émission Jeunesse et Société. Une émission qui parle des faits sociaux, entrepreneurial, juridique et aussi de la vie des mouvements de nos églises. Alors, Cathy Valtaï Posso au micro ce soir. Eh bien, ce soir, la particularité est que je vais animer seul. Mon partenaire au micro n'est pas. Il a eu un petit souci de disponibilité. Et donc, je suis là avec vous. Très contente de vous parler ce soir. Alors aujourd'hui, fidèles auditeurs et auditrices, ensemble, nous allons parler d'un thème qui est très sensible, disons très délicat. Ce thème nécessite vraiment notre attention et notre engagement. Eh bien, ce thème, assez de suspense. Le thème de ce soir est jeunes, victimes des détracteurs sexuels. Comment y faire face? Vraiment très délicat parce que peu en parlent. Alors, on va se poser certaines questions et on va répondre ensemble. Comment se protéger? Comment en parler? Quelles sont les actions à entreprendre face à cette situation? Nous parlerons des expériences des jeunes, des conseils pratiques et surtout des mesures préventives. Alors, restez avec nous car ce que nous allons partager aujourd'hui peut créer la différence. Mais avant, tournons-nous vers la baie vitrée pour un coussin musical. Bien au-delà de nos peurs, tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur. Malgré la nuit, les orties et la pluie dans nos vies, accueillir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Bien au-delà de nos peurs, tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur. Malgré la nuit, les orties et la pluie dans nos vies, accueillir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Et voilà, chers amis à l'écoute, nous sommes de retour sur ce plateau. Pour des personnes qui viennent de nous prendre de court, nous rappelons que le thème d'aujourd'hui est « Jeunes victimes des détracteurs sexuels, comment y faire face ?» Eh bien, je ne partage pas ce plateau seul ce soir et nous sommes accompagnés des invités que vous allez découvrir dans quelques instants. D'ailleurs, j'en profite pour leur passer la parole afin que eux-mêmes se présentent et que vous preniez connaissance de qui s'adresse à vous ce soir. Nous allons commencer à la dame qui est juste à côté.
la galanterie, les dames d'abord. Il y a une belle dame juste à côté de moi qui va se présenter. Elle est toute belle, habillée en pagne. Dommage que vous ne la voyez pas. Alors, madame, vous avez la parole. Qui êtes-vous? Quel est votre profil? Bonsoir, chers fidèles auditeurs de la Radio Maria et de cette émission Jeunesse et Société. Je suis Madame Emmanuelle Oran-Kodia, enseignante de langue allemande au lycée Chamina de Brazzaville. Merci. Merci, Madame Emmanuelle. On va aller par la loi du suivant. Juste à côté de Madame Emmanuelle, il y a un beau monsieur qui prend la parole. Bonsoir à toute la cabine technique de la Radio Maria et au groupe de l'émission Jeunesse et Société. Moi, c'est Monsieur Emmanuel Kenza et je représente dans cette émission comme aîné d'une communauté de notre église, d'une communauté religieuse, si on peut le dire ainsi. Merci. Juste à côté de Monsieur Kenzia, il y a un monsieur habillé en veste, cravate rouge, qui prend la parole. Monsieur, vous êtes? Merci beaucoup. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir aussi à vous qui ont organisé cette émission. Je me présente. Je suis Monsieur Okogo Gerfin, docteur en psychologie clinique et pathologique évoluant à l'hôpital de référence de Talangaï. Merci, Monsieur Okogo. Et on termine avec le dernier invité. Monsieur, vous êtes? Bonsoir à tous. Je suis Maître Ndomba Félix Génial, avocat au barreau de Brazzaville. Comme vous venez d'écouter, ils se sont tous présentés brièvement. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet de ce soir. Le moment tant attendu. Alors, sortez vos stylos, vos blocs-notes pour noter, car tout ce qui va se dire sera vraiment très, très, très intéressant. Et donc, pour commencer, regardons de plus près ce que nous entendons par détracteur sexuel. Eh bien, il n'y a pas de sujet tabou ici. Ici, on est là pour parler ouvertement. On est libre de s'exprimer. Chers invités, parmi vous, une personne va prendre la parole pour nous expliquer en peu de mots qu'est-ce que c'est un détracteur sexuel. Un mot français qui est un peu complexe, mais on est là pour comprendre tous ensemble. Qui prend la main? La dame ou bien le monsieur? Il y a le monsieur scologue qui veut bien prendre la parole, monsieur Okogo, autant pour moi. Merci. Le thème détracteur sexuel est plus vaste. Dans le jargon psychologique, on peut définir un détracteur sexuel comme quelqu'un qui est pervers, un homme pervers, visant à satisfaire ses désirs, tout en cherchant des voies et moyens possibles pour satisfaire ses ébats sexuels. Merci, une très belle réponse. Tout homme pervers, disons peut-être qu'il n'a pas totalement sa conscience, dont le seul but c'est de satisfaire ses désirs sexuels. Eh bien, on va poursuivre avec une deuxième question à caractère général que tout le monde peut répondre. La deuxième question est la suivante. Qu'est-ce qui rend les jeunes vulnérables à ces comportements? Qu'est-ce qui peut rendre une personne perverse jusqu'à commettre de tels actes? À vous la parole. Bon, je peux dire, d'abord, c'est ce que les jeunes regardent, les films à caractère pornographique. Et puis, il y a le manque de formation. Parce qu'une personne bien formée sait comment se contenir. Il y a aussi l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, les questions sexuelles ne se discutent plus en famille. Ça devient comme un tabou. Une fille qui voit ses règles, c'est dans la rue qu'elle a des réponses avec ses amis. Maman, parfois, ne parle pas. La grande sœur n'a pas le temps pour elle. Elle est un peu abandonnée à elle-même. Voilà un peu. Et puis le garçon, il découvre la sexualité dehors. Papa n'a pas le temps aussi de parler avec lui. La masturbation passe par là. Et puis bon, voilà. On n'a pas ce côté mental de se contenir et de résister lorsqu'on voit une fille qu'on caractérise de proie. Et voilà, on s'adonne un peu à des actes sexuels pas corrects. Et voilà, nous jeunes, faisons attention à ce que nous visualisons, à nos pensées aussi. Il faudrait bien réfléchir avant d'agir. À nos parents également, évitons des sujets tabous. Soyons là pour l'éducation de nos enfants dans tous les domaines de la vie.
Et une dernière question pour la compréhension de notre thème. Quels peuvent être les premiers signes ou comportements qui peuvent alerter l'entourage que tel jeune a été abusé ou bien que tel jeune est un détracteur? Qui prend la main cette fois-ci? Madame Aura. Bien, merci encore pour la parole. Nous pouvons constater que lorsqu'un jeune a été victime ou est victime de ce genre de pratique, il s'isole totalement des autres. Vous allez constater qu'il ne parle plus beaucoup, il n'est plus proche d'autres personnes, il ne veut plus avoir une certaine communication avec ceux qui sont dans son entourage. Il ne se comporte pas de la sorte, alors il sera agressif à votre endroit. On va se rendre compte que même dans la communication verbale, il ne pourra pas dire les choses comme il se doit, sans utiliser un ton doux, mais plutôt l'agressivité. Il est irritable, il est agressif, il a du mal à contenir ses colères. Donc voilà un peu des signes qui peuvent alerter. Mais encore, on peut constater que ce sont des personnes, pour nous qui sommes dans des salles de classe, ce sont des jeunes qui ont des problèmes, des troubles de sommeil. On peut les retrouver en train de dormir parfois tout au long d'une séance de cours, sans autant être actifs. En tout cas, l'activité intense de la personne, de la victime, se réduit totalement. On passe d'un sujet actif à un sujet totalement passif. Et voilà, fidèles auditeurs, merci Madame Aura pour votre belle réponse. Et nous avons tous compris qu'il faudrait toutefois prêter attention à l'être humain. Parfois, l'autre est en train de souffrir en silence et tout. On est à côté peut-être des signes, on ne prête pas attention. Il y a des cris de l'humanité qui sont là et qui ont besoin de nous. Alors, ce sujet est tellement vaste. Chers amis à l'écoute, nous avons pensé à repartir des questions en quelques volets. Il y aura le volet juridique, le volet scolaire, ça se dit, n'est-ce pas? Voilà. Et le volet éducationnel. Il y aura également un jeune aîné qui va répondre à certaines questions que nous trouvons nécessaires aussi pour vous d'écouter, de comprendre. Alors, sans plus tarder, nous rentrons dans le volet juridique. Nous avons un maître avocat, ça se dit, un avocat tout simplement. Il y a monsieur... Voilà, un avocat, pas un avocat du fruit, un avocat de la justice. Nous avons sur le plateau avec nous monsieur Ndomba Félix Génial, qui va sans doute répondre à pas mal de questions dans le cadre juridique. Alors, la première question, comment la loi définit-elle les agressions ou abus sexuels commis sur les mineurs ou adolescents? Comment est-ce que la loi définit cela? Comment est-ce que la loi définit agression ou abus sexuels? Bon, déjà, ça c'est... On n'a pas même besoin d'aller dans la loi. On va rester dans le français. Agresser sexuellement, c'est poser tout acte à caractère sexuel sur la personne, comme il s'agit d'un mineur ou d'un enfant. Bon, enfant, on peut prendre... de 0 à 18 ans. Abus sexuels, en dehors des actes à caractère sexuel, on peut parler des attouchements, on peut parler des caresses, parce que la personne ne peut ne pas être consentante. Donc, il y a des attouchements, il y a des caresses. Et puis, il y a la menace, il y a la contrainte, il y a la violence. Donc, tout cela rentre dans ce qu'on appelle agression sexuelle ou abus sexuel. Vous l'avez compris, ces deux définitions. Passons à la deuxième question, toujours dans ce cadre juridique. Alors, monsieur Félix Ndomba Génial, quelle peine encourt une personne reconnue coupable d'abus sexuels sur un enfant de 0 à 18 ans? D'accord, je vais parler de la loi du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo, puisqu'on parle de mineurs. Cette loi définit un enfant mineur comme tout être humain âgé de moins de 18 ans et qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité.
parce que la majorité au Congo, c'est 18 ans. Et cette loi punit tout acte porté sur un mineur par ce qu'on appelle pratique de pédophilie. Et la pratique de pédophilie, toujours conformément à cette loi, est prévue à l'article 67 qui dit ceci: une pratique pédophile s'entend de tout acte de pénétration sexuelle ou d'agression sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'un enfant, de toute exposition ou exploitation de photographies, films et dessins à caractère pornographique mettant en scène un ou plusieurs enfants. Je crois avoir répondu conformément à la loi. Les peines concourent... Les peines, oui. Les peines selon cette loi, c'est de 3 à 5 ans, selon l'article 121, qui dit ceci: tout contrevenant aux dispositions de l'article 67 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA. Waouh, c'est beaucoup quand même. Voilà, donc 1 million Bon, pas à 10 beaucoup millions. pour acheter la dignité d'une personne. Voilà, c'est ce que vous avez dit, la dignité, parce que je crois que le psychologue va abonder là-dessus, parce que quand on parle d'agression, c'est quelque chose d'intime. Agression physique, la personne a le courage de venir dire j'ai été agressé physiquement. Mais agression sexuelle, c'est difficile pour la victime de venir dire que j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Je crois que le psychologue va bien aborder là-dessus. Voilà. Exactement, donc on retient par là qu'il y a une peine de 2 à 3 ans. 3 ans à 5 ans. 3 ans à 5 ans, autant pour moi, et une amende d'1 million de francs CFA. 10 millions. Ça, c'est la pratique de pédophilie. Maintenant, en dehors de cette pratique, il y a aussi ce qu'on appelle le viol. Le viol qui est réprimé par le code pénal. Le viol, c'est pénétration carrément sexuelle sans le consentement de la personne. Donc, les peines dépendent de chaque acte. Oui, la pratique de pédophilie est ce qu'on appelle un délit. Le viol est un crime. D'accord. Et le crime, c'est 10, 15, 20, 30 ans, voire plus. Waouh. Donc, la à peine chaque... de mort a été abolie, sinon c'est la peine de mort pour un mafia de ce genre. Peut-être dans d'autres pays, ça existe encore. Qu'est-ce qu'on en sait? Et donc, à chaque crime ou bien action, mauvaise action, à chaque acte, il y a des sanctions bien précises, il y a des peines bien précises pour cela. Alors, on va continuer avec d'autres questions. Je vous rappelle qu'il faudrait être très bref dans vos réponses parce que il y a autant d'invités, il y aura beaucoup à dire. Troisième question, Monsieur Félix. Quelles sont les premières démarches pour une victime ou un parent qui souhaite porter plainte? Tout simple, venir au parquet porter plainte, au parquet de la République, à défaut de prendre un avocat. Tout simplement venir au parquet. Oui. Et on ira dans quelle direction? On vient seulement... Vous dites je viens au parquet, on va vous indiquer le parquet. Le parquet, c'est le bureau du procureur de la République, il y a un secrétariat, on va vous recevoir au secrétariat, vous dites votre problème, et là-bas on va rédiger la plainte en votre nom, et puis on va faire suivre le dossier comme on dit. D'accord. Maintenant, si vous venez vers un avocat, là aussi il y a d'autres procédures à suivre. Et est-il possible de porter plainte des années plus tard, après les faits? Il y a ce qu'on appelle la prescription. La prescription, c'est le fait, c'est un délai qu'accorde la loi pour venir devant le tribunal. Donc, dépasser ce délai, on ne peut plus porter plainte. Dans le cas des délits, la prescription est de 3 ans. Donc, la pratique de pédophilie, c'est 3 ans. Le crime, c'est 10 ans. D'accord. Merci pour votre réponse. Autre question, quelles sont les grandes lignes de l'enquête de cette affaire d'agression sexuelle? Au parquet, si vous déposez plainte, le parquet va voir si on va envoyer chez le juge d'instruction ou pas. Mais le plus important, c'est d'abord écouter la victime ou encore le parent qui viendra exposer le problème. On écoute, on reçoit sa déposition ou ses déclarations. On met sur papier. Si le procureur décide que l'affaire passe directement à l'audience, c'est à lui de voir. Au cas contraire, on va vers le juge d'instruction et le juge d'instruction va mener ce qu'on appelle une information, une enquête. Mais si c'est un enfant, on peut aussi aller vers le juge des enfants qui va aussi écouter l'enfant. Et puis, c'est là-bas où il y a plus d'assistance sociale, il y a plus d'écoute, il y a le psychologue qui intervient au niveau de la juridiction des enfants et la juridiction des mineurs.
Alors, fidèles auditeurs, j'espère que vous êtes tellement attentifs à écouter ce qui se dit sur ce plateau et que vous avez noté. En cas de souci, n'hésitez pas à mettre en pratique ce qui se dit actuellement, surtout sur les grandes lignes. La justice est là pour nous. Et poursuivons, y a-t-il des mesures de protection immédiates pour ce jeune-là? C'est ce que j'ai dit, hein. Quand j'ai dit au début, le psychologue va abonder là-dessus. C'est toujours difficile pour une personne qui subit une agression de s'exprimer. Donc, les mesures de protection, le plus important, c'est qu'il ne soit pas exposé à la publicité, qu'il ne soit pas, qu'on ne l'affiche pas, si je peux dire ainsi. Donc, protéger la dignité de la personne, parce que après ce tact, il y a aussi une vie. Donc, il ne faudrait pas que cette vie soit gâchée à cause de son exposition. Voilà. Merci. On passe à une autre question vite fait. Quels peuvent être les droits des jeunes face à ce type de violence, agression sexuelle? Les droits, de façon brève, quoi. La protection de la loi, la protection de l'enfant, comme j'ai dit. Parce que la vie ne s'arrête pas. La personne a été agressée, mais si c'est un élève, l'école va se poursuivre. Donc la loi garantit son droit à l'éducation, son droit à la vie, son droit à la santé, etc. Merci énormément pour vos réponses très intéressantes. Alors, nous allons passer à un autre volet de notre sujet, de notre thème de ce soir. Nous rentrons là dans le cadre éducationnel. Nous avons Madame Aura Emmanuel Kodia qui représente ce cadre. Il va bien nous répondre, on espère bien. Alors, on passe à la première question. Bonjour, Madame Emmanuel. Bonsoir, une fois de plus, Madame Cathy. J'espère que vous portez bien. Hein? Ça va, merci beaucoup. D'accord, merci. Alors, la première question, Madame Aura. En tant qu'enseignante ou éducatrice, êtes-vous souvent confrontée à ces signes de mal-être chez les jeunes? Et comment repérer qu'un élève est peut-être victime d'une agression sexuelle? Alors, je suis dans le domaine de l'enseignement depuis déjà 10 ans. Cette année, je fête mes 10 ans de carrière. Et en 10 ans, je n'ai pas encore eu à vivre ce genre de situation dans mes salles de classe. Je peux détecter, par exemple, qu'un élève n'est pas en point, il se sent pas bien, qu'il n'est pas disposé à participer au cours, voilà. Et mon contact permanent avec les apprenants m'emmène à leur poser certaines questions en privé. Bon, pourquoi tu n'es pas intéressé par le cours d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne suis pas encore tombée sur des cas où le jeune est victime de ce genre de brutalité. Non, voilà. Mais s'il m'arrivait de vivre cela, je crois que je prendrais des mesures relatives à la situation. Merci pour cette réponse. Les enseignants sont-ils formés pour gérer ce type de situation? Alors non, les enseignants ne sont pas formés pour gérer ce type de phénomène, ce type de pratique. Nous recevons une formation sur la pédagogie, donc nous recevons des méthodes, des tactiques pour pouvoir transmettre des connaissances qu'il faut aux apprenants. Nous avons aussi la psychologie de l'éducation, c'est-à-dire arriver à détecter si l'élève est disposé à recevoir ces enseignements-là. Mais aucune de ces disciplines ne nous emmène à reconnaître cela, à reconnaître que ce jeune, par exemple, subit ce genre de pratique. Non. Alors, à ce moment-là, il faudrait être outillé à travers le contact avec les apprenants. C'est le contact qui peut aider l'enseignant à pouvoir savoir, à pouvoir détecter si un apprenant est dans un état instable. Et à ce moment-là, lui apporter ce secours. Voilà, vous venez de l'écouter. Quitte aux enseignants d'être quand même assez proches de leurs apprenants élèves pour connaître un peu plus. Autre question, Madame Aura. Quelle est la procédure à suivre dans un établissement scolaire lorsqu'un cas est signalé? Je sais que vous n'avez pas encore eu à être confronté à cela, mais quel peut être? D'accord.
Je n'ai peut-être pas encore vécu ce genre de situation, mais j'ai vécu une situation où un jeune venait de perdre un parent et ça s'est produit, par exemple, le matin en arrivant en cours. Donc, la procédure pour ce genre de situation, c'est d'abord échanger avec le jeune. Parce que quand l'apprenant a confiance en vous, quand vous avez instauré une certaine relation de confiance avec l'apprenant, il est capable de vous dire ce qui se passe réellement avec lui. Après, donc, il faudrait s'adresser à la surveillance générale. L'enseignant, il est maître des lieux dans la salle de classe, mais à l'école, dans l'établissement, il a des responsables, il a des autorités qu'il doit alerter pour ce genre de cas. Donc, d'abord la surveillance générale, et là encore, il faudrait que cela se fasse en accord avec la victime, avec l'apprenant. Il faudrait qu'il soit d'accord. Même s'il ne l'est pas, il faut l'emmener à être d'accord sur les faits qui vont se produire. Parce que le maître, l'avocat tout à l'heure venait de l'évoquer, il s'agit de l'intimité d'une personne. Et arriver à exposer cela, c'est comme un signe de trahison. Donc, il faudrait que ce soit en accord avec l'apprenant, aller voir la surveillance générale. Ensuite, la surveillance générale rapporte les faits à la direction des études qui alertera le proviseur. Et c'est le proviseur qui, à son niveau, pourra faire appel à la justice, aux autorités policières compétentes pour gérer l'affaire. Voilà. Et s'il faudrait aussi faire appel aux parents, c'est le proviseur qui pourra décider de cela. Et voilà, nous constatons que ce n'est pas facile, mais on peut le faire. Et autre question, Madame Emmanuelle, y a-t-il des actions mises en place dans votre établissement ou peut-être ailleurs, dans les établissements publics, pour prévenir les violences sexuelles? Alors, la question de cette pratique actuellement vient un peu bousculer certaines réalités que nous vivons et nous emmène aussi à réfléchir d'une autre manière. Comment dispenser non seulement nos enseignements, mais offrir un cadre agréable pour nos apprenants qui peuvent être amenés à s'exprimer sur ce genre de stratégie, sur ce genre de réalité. Ce que nous faisons, c'est peut-être mettre l'apprenant en contact avec un service, le service psychologique de chaque établissement qui est là. Il y a une infirmerie, mais il y a aussi des psychologues qui peuvent écouter ces jeunes-là. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut signifier maintenant. Nous vous rappelons, chers invités, que le temps nous est imparti. Soyons quand même très très brefs ou brefs dans nos réponses. Suivez votre émission Jeunesse et Société sous la collaboration des Bilengue ya Muinda de l'archidiocèse de Brazzaville.